Bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde. On est ici aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui le 26 décembre 2020. Presque, nous sommes arrivés à la fin de l'année 2020 pour soyez le bienvenu l'année prochaine 2021. Et ça fait notre plaisir d'avoir être ici. Comment vous appelez-vous, Tarouk Bessiti, un homme, un étudiant, vacateur de l'Université de Tuléar, en filière histoire et géographie. Et ça fait notre plaisir de vous avoir ici, d'être ici avec nous. Et merci à l'avance pour votre acceptation d'être ici à la télé locale de l'Asie mineure. Bienvenue, M. Sarouk Bessiti. Oui, merci beaucoup, monsieur, de m'avoir invité pour illustrer un petit peu, pour discuter par rapport à la vie, par rapport à la situation par laquelle on vit actuellement. Et bon, moi, je suis Sarouk Bessiti, comme vous l'avez cité, vous l'avez même nommé tout à l'heure, vous l'avez, comment dirais-je, dit tout à l'heure. Et ben oui, moi, je suis encore étudiant à l'Université de Tuléar et ça fait plaisir également d'être là, parmi vous, d'être là. Parler avec vous aussi en ligne, comme ça pour se partager un petit peu. Et oui, dans la vie, on s'entraide, on essaie d'illustrer un petit peu, on essaie d'essayer de décrire la situation actuellement. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Ici, on va parler beaucoup plus en ce qui concerne la pauvreté, notamment le deux types de pauvreté à Madagascar. Oui, évidemment, la pauvreté en général dans le monde entier, mais on va parler spécifiquement de la pauvreté en tant que, lorsqu'on parle de la pauvreté à Madagascar, est-ce que tu peux nous déclarer, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'on attend par la pauvreté? Est-ce que tu peux nous définir qu'est-ce qu'on attend par la pauvreté? Écoutez, en fait, lorsqu'on parle de la pauvreté, c'est une chose omniprésente. Partout dans le monde où nous irons, on voit ce genre de situation. Ça montre l'inégalité à l'échelle planétaire, ça montre partout dans le monde et ça varie dans l'état et dans l'espace. La pauvreté, ça existait déjà depuis, même avant Jésus-Christ. Même depuis l'apparition de l'homme dans cette planète, on savait, le monde a déjà connu la pauvreté, l'insuffisance, etc., etc. Peut-être ça pourrait être lié à la limite du humain. Donc, on va me demander la définition de ce qu'on entend par la pauvreté. En global, en général, c'est l'ONU ou bien la Banque mondiale qui définit ce que c'est la pauvreté. À part la définition générale, la pauvreté, c'est une situation d'un individu qui ne dispose pas des ressources réputées insuffisantes pour vivre dignement dans la société ou son fonctionnement. Mais, comme je vous ai dit tout à l'heure, la pauvreté, la définition de la pauvreté, c'est pas pareil pour tout le monde. Si on allait en Europe, les Européens, ils ont leur propre définition de ce qu'on appelle la pauvreté. La Banque mondiale, elle a sa propre définition par rapport à la pauvreté. Mais à Madagascar, on a notre propre définition. D'où on mesure la capacité de la richesse, la possibilité, ou bien la richesse d'une personne par rapport à la situation qu'on vit. Par exemple, lorsqu'il y a une cérémonie, est-ce que cette personne est capable d'éviter tant de monde, tant de personnes, tant d'hommes pour assister à cette cérémonie? Est-ce que cette personne arrive à subvenir aux besoins de ces gens invités-là? Est-ce qu'au niveau de l'enterrement, est-ce que la famille de cette personne a de tombeaux en dur? Est-ce que les enfants de cette personne possèdent de bœufs? Est-ce que c'est comme ça? On maîtrise à ça. Donc, par rapport à ça, c'est un concept plus complexe. Hein? Donc, oui, on ne peut pas vous donner la définition exacte de cette pauvreté. Donc, par rapport à ce que je disais depuis tout à l'heure, on mesure par rapport à ça la pauvreté.
Oui, merci de votre explication. On a bien compris et bien noté. On va passer à une autre chose, évidemment. Encore en ce qui concerne la pauvreté, lorsqu'on parle de la pauvreté, il y a aussi deux différents types de la pauvreté, comme nous disons par exemple la pauvreté, il y a la pauvreté absolue et il y a aussi la pauvreté relative, d'après ce que nous connaissons. Est-ce que tu peux Oui, en fait, nous définir, ou bien tu peux nous, d'après votre point de vue, qu'est-ce qu'on entend par la pauvreté absolue et puis après la pauvreté relative, d'après vous? À vous la parole. oui, merci beaucoup, monsieur. En fait, comme je vous ai dit tout à l'heure même, il est vrai qu'on se divise en deux concepts, en deux subdivisions, la pauvreté. La pauvreté absolue et la pauvreté relative. La pauvreté absolue, c'est la pauvreté proprement dite, c'est-à-dire c'est l'incapacité de subvenir aux besoins quotidiens. C'est l'incapacité en fait, c'est l'incapacité d'une personne à subvenir aux besoins quotidiens, comme quoi elle est à l'école, ses enfants allaient à l'école, la nourriture, le logement, l'habillement, etc., etc. Donc, par rapport à ça, on parle de la pauvreté absolue. Si cette personne ne remplit pas cette condition, ces canons-là, là, on qualifie que cette personne se trouve dans la pauvreté absolue. Par contre, la pauvreté relative, on parle de la généralité de la famille, par exemple. Est-ce que la famille de cette personne possède? Est-ce que la famille de cette personne arrive à rivaliser avec autre famille? Comme quoi? Est-ce que cette famille arrive à résoudre lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a une difficulté au sein de cette société? Est-ce qu'elle arrive? On parle de la généralité en fait de la richesse d'une personne ou bien d'un pays. On peut aussi, parce que si on parle même à l'écart de l'Afrique. Même, je trouve que la majorité des pays qui sont pauvres à l'échelle planétaire se trouvent en Afrique. Même si on est la majorité de ces pays-là, on voit quand même aussi la différence entre les autres pays. La richesse de Madagascar n'est pas pareille avec les autres pays africains, même si nous sommes tous pauvres. Donc là, on parle plutôt de la pauvreté relative. Ah oui, merci. On a bien compris. Tu disais tout à l'heure qu'il y a évidemment le deux types différents entre la pauvreté absolue et puis la pauvreté relative. D'après votre explication, on a bien compris. Parce qu'on parle toujours à la pauvreté, on va parler aussi des chômages, surtout les taux de chômage à Madagascar. Évidemment, nous connaissons trop bien notre système éducatif à Madagascar et évidemment, après l'obtention de diplôme, c'est-à-dire après la graduation, quel que soit lycée, collège d'enseignement général ou bien l'enseignement supérieur, c'est-à-dire à l'université. D'après graduation d'une certaine personne, comment vous voyez-vous la valeur de diplôme obtenu après la graduation à Madagascar face à notre système éducatif et puis le chômage? Est-ce qu'une personne peut avoir une espérance pour trouver de l'emploi lorsqu'il y a une offre d'emploi? Est-ce qu'il peut trouver de l'emploi après sa graduation à certaines universités, d'après vous? Oui, écoutez, oui, c'est quelque chose de complémentaire. Si on parle de la pauvreté, on parle du système éducatif, on parle de l'éducation, au niveau de l'éducation, c'est quelque chose de complémentaire, c'est interdépendant. Oui, lorsqu'on parle du système éducatif à Madagascar, il ne faut pas oublier que c'est pas trop loin du système éducatif par rapport au système éducatif en France, ainsi que pour les autres pays. Mais si vous parlez au niveau de l'obtention de diplôme,
Après avoir étudié, si on regarde les taux de chômage, on regarde les taux d'alphabétisation, le taux d'analphabétisation à Madagascar, on voit que c'est très inégal. C'est ça se voit. Si on parle du chômage, on a parlé tout à l'heure de la pauvreté. Oui, c'est quelque chose d'interdépendant parce que si on n'a pas le moyen, on est qualifié pauvre, être pauvre. Si on n'a pas le moyen, évidemment qu'on ne va pas aller à l'école. Nos enfants ne vont pas aller à l'école. Est-ce qu'ils ne vont pas aller à l'école? Ça ne fait que quoi? Renforcer le nombre du chômage. Ça ne fait que de renforcer le taux de chômage dans le pays. Donc, Madagascar, ça se voit, comme on l'a vu, on savait très bien que Madagascar fait partie des pays les plus pauvres de la planète. Donc, si on regarde les taux de chômage à Madagascar, ça ne fait qu'exacerber. Ça ne fait qu'augmenter. Depuis l'indépendance du pays, le taux de chômage à Madagascar ne fait qu'augmenter. Ça pourrait être lié au système politique, ça pourrait être lié au changement climatique aussi, ça aussi on ne peut pas écarter, hein. Ça pourrait être lié au système éducatif, ça pourrait être lié, il y en a beaucoup de choses qu'on peut parler hein, qui s'interfèrent par rapport à ça si on parle du chômage à Madagascar. Mais je peux vous dire que si on regarde le niveau de l'éducation à Madagascar, on voit que la majorité des enfants à Madagascar se trouvent au niveau des DPC, ainsi que pour les bacs. Si on compte par rapport aux autres pays, la majorité des enfants à Madagascar n'arrivent pas à aller à l'université. Donc, ça ne fait qu'augmenter, qu'ajouter le nombre de chômage. Donc, ce qui veut dire qu'un essaiement, tout ce que je viens de dire tout à l'heure, vous me demandez, vous l'avez demandé également au niveau de l'obtention de diplôme, ainsi que pour l'accès au travail. Oui. Parce qu'on a parlé tout à l'heure du système éducatif. Écoute, parce qu'on a parlé tout à l'heure le système éducatif. Et il y a un philosophe, il s'appelle Emmanuel Kant. C'est lui, il était un grand philosophe. Et d'après lui et d'après le traité pédagogie, d'après Emmanuel Kant, il a affirmé que l'homme ne peut devenir homme que par l'éducation. C'est-à-dire, d'une autre affirmation, l'homme n'est homme que par l'éducation. Le contraire de la pauvreté et le chômage, d'après vous, comment est votre point de vue face à l'affirmation de Emmanuel Kant, d'après son traité pédagogie, qui disait que l'homme ne peut devenir homme que par l'éducation, pour éviter ou bien pour réduire les taux de chômage. Oui, merci beaucoup pour ce point de vue, merci pour cette question. C'est bien clair, lui, il a bien souligné à l'époque, Emmanuel Kant, c'était un grand philosophe. Oui, c'est parce que la vie, c'est une étude. On étudie toujours dans la vie. Mais le problème, c'est que lorsqu'on ne sait pas, lorsqu'on ne sait ni lire, ni écrire, c'est là que ça devient pur. On ne peut pas devenir là où on devrait être lorsqu'on n'a pas étudié, on n'était pas éduqué. Donc, la pauvreté, ça lié au ça dû au manque d'éducation. Ça dû à ça. Donc, ça, on va parler de solutions. Si vous allez me questionner ça également, on va citer que l'éducation, c'est ce que Nelson Mandela aussi a bien souligné, que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Ce qui veut dire que l'éducation, c'est une arme pour éradiquer même, pour résoudre les problèmes de chômage, les problèmes de la pauvreté, les problèmes, ainsi que les autres problèmes y afférents par rapport à ça. Donc, oui. Donc, mon point de vue, c'est que ça, c'est quelque chose de complémentaire. Le manque d'éducation et le taux de chômage. Même si on a aussi des diplômes, il y a aussi la corruption. On doit payer, on doit trouver de familles, de familles. Il y en a aussi de familles, de telle famille. C'est là qu'il y en a aussi de personnalités fiantes. Donc, par rapport à ça, vous ne pouvez pas avoir de job, vous ne pouvez pas avoir de travail si vous n'avez pas de famille. Donc, ce qui veut dire que ça, c'est quelque chose un peu complémentaire ou bien interdépendant. Et oui, d'après vous aussi,
parce qu'on a parlé beaucoup plus en ce qui concerne la pauvreté, d'après vous, quelle est la meilleure solution pour sortir à la pauvreté, d'après vous? Oui, en fait, pour vous donner une solution très très adéquate ou bien très très convaincante, ça, c'est un peu compliqué. C'est loin. La pauvreté dans le monde entier, ainsi que pour les cas de Madagascar, c'est quelque chose qui est encore loin d'être résolu. Parce que c'est l'État, tout dépend de l'État. Nul ne peut changer la place de l'État pour résoudre la pauvreté. Mais cela ne va pas dire qu'on baisse les bras par rapport à ça. On doit prendre la responsabilité. Mais avant ça, il faut qu'on éduque, il faut qu'on aille à l'école. C'est l'éducation, c'est ce que Nelson Mandela a dit, comme je vous ai dit tout à l'heure, que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Donc, c'est l'éducation. Ça, c'est le premier point de vue. Deuxième point de vue, c'est prendre la responsabilité. La responsabilité. Il ne faut pas dépendre trop à l'État. Parce que c'est ça nos problèmes, nous jeunes actuellement. On ne dépend pas trop à l'État. Oh, l'État, on blâme, on se plaint. On ne cesse pas de blâmer les autres. Notre insuffisance. Donc, il faut prendre la responsabilité. Malgré ça. Donc, c'est quelque chose qui mérite d'être détenu par nous-mêmes, oui, affecté par cette situation, misérable situation. Et encore plus, quelqu'un disait que on ne peut pas progresser en avant, c'est-à-dire on ne peut pas marcher vers le bas, vers en avant, si on est addicté au bling-bling, surtout les jeunes de Madagascar. L'addiction, on parle maintenant l'addiction au bling-bling aux jeunes de Madagascar. Est-ce que d'après vous, est-ce que tu es d'accord avec le bling-bling pour les jeunes de Madagascar qui est addicté au bling-bling de Madagascar, ou bien comment est votre point de vue face au bling-bling pour les jeunes de Madagascar? Oui, écoutez, ça c'est quelque chose omniprésent aussi, parce que partout dans le monde, on voit ce genre de situation. Les jeunes actuels se focalisent beaucoup sur cette situation de ces concepts, parce que on se référencie par rapport aux autres. Si on voit d'une famille qui se trouve dans la couche aisée, c'est-à-dire qui ont les moyens pour acheter quelque chose, pour acheter l'automobile, pour acheter. Donc, pour faire soi-disant avec eux aussi, on essaie de chercher des raccourcis. Or, il n'y a pas de raccourcis dans la vie. Il n'y a pas de baguette magique. Rien n'arrive sans cause. Il faut travailler. Donc, vous parlez de bling-bling. Avec les bijoutiers, on essaie d'acheter quelque chose pour masquer notre pauvreté, pour masquer notre difficulté. Or, on se promène dans la rue. Là, on s'habille autant que tel. On s'habille normalement. Mais lorsqu'on entre dans la maison, rien là-bas. On ne mange pas normalement, on ne mange pas de bonne nourriture, on ne résout rien du tout là-bas, même s'il y a des problèmes. Là-bas, c'est tout en désordre à la famille. Par contre, on essaie de cacher ça. Donc, là aussi, c'est quelque chose qui mérite d'être bien décrit. Donc, ce qui veut dire que ça, c'est quelque chose, ça se voit ça dans le monde entier aussi. Mais mon point de vue par rapport à ça, c'est j'ai envie de sensibiliser des jeunes comme moi qu'il faut penser d'abord à l'avenir, parce que ça arrive au bon moment. Ça arrive au bon moment. Si on étudie, si on est bien préparé, l'avenir, ça arrive facilement. Donc, il ne faut pas chercher de raccourcis. Il faut étudier. C'est comme on veut être fort, on veut avoir un corps parfait, mais avant d'avoir ce corps parfait, il faut passer des étapes douloureuses. De faire du sport régulièrement, de faire ça. Donc, c'est quelque chose aussi, ça se voit dans le monde. Oui. La raison pour laquelle je disais ça, c'est que nous connaissons trop bien qu'actuellement, surtout les jeunes, ils ne savent pas comment séparer entre l'agréabilité et l'essentiel. C'est-à-dire, on est difficile de séparer entre l'agréable et l'essentiel. C'est la raison pour laquelle
on est addicté au bling-bling, surtout la vie actuelle face à la technologie moderne. D'après vous, Oui, oui. comment différencier entre l'agréable et puis l'essentiel? Parce que c'est ça, c'est le problème qui se pose actuellement. Oui, oui, parce que c'est normal, surtout depuis l'apparition des réseaux sociaux et pour les autres navigateurs, tout ça, on essaie on ne fait que de chercher la distraction. C'est-à-dire, comme vous l'avez dit, la détention ou bien l'agréable. On ne voit qu'aujourd'hui même, or que l'avenir nous attend. L'avenir nous attend. Donc, il faut bien, quelque chose, on a besoin de bien éclaircir ça aussi, ces points de vue, ces deux concepts. Parce que si on est un être agréable, c'est quelque chose aujourd'hui. On ne va pas le demain. Si on étudie, on ne veut pas être, c'est ce que je disais là. C'est ça notre problème actuellement, les jeunes actuellement. Ils ne veulent pas être, on ne veut pas souffrir, mais il attend quelque chose dans la provenance, je ne sais pas, de Dieu qui s'élance comme ça, top. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On attend ça. Alors, il n'y a pas de ça. Donc, ce qui veut dire que mon point de vue par rapport à ça, c'est que je voudrais clarifier ça aussi. C'est que il faut bien distinguer le bonheur et le meilleur. Il ne faut pas se contenter aujourd'hui. Il faut penser à l'avenir. Il ne faut pas se mentir à soi-même. Il faut penser à l'avenir. Il faut étudier s'il est étudiant, s'il faut travailler, s'il est un employeur, il faut avoir un but à atteindre. Par rapport à ça, il faut focaliser. Faut focaliser en demandant beaucoup d'énergie, en souffrant. Comme ça, c'est comme ça. Donc, c'est ça. Il y en a une différence entre l'agréable et le meilleur, ou bien l'avenir. L'essentiel. Oui. Compris. Et finalement, pour conclure, comme en guise de conclusion, nous sommes arrivés au développement personnel, parce que qui est un vacataire de l'Université de Juilliard et aussi, en même temps, un coach pour le développement personnel, d'après vous, comment améliorer notre développement personnel à la vie quotidienne. Parce que comment améliorer, c'est-à-dire comment améliorer la compétence de l'individu, la capacité, la potentialité de l'individu, comment améliorer pour le programme de développement personnel, en tant que coach de développement personnel. Oui, ça aussi, c'est quelque chose qui a soufflé depuis l'an 2000, le développement personnel. Parce que il faut qu'on développe aux alentours de nous, il faut qu'on développe soi-même. Ça, il faut savoir. Et moi, j'aime beaucoup assister de séminaires, j'aime beaucoup lire des développements personnels, j'aime beaucoup regarder des séminaires dans une vidéo, donc sur YouTube et tout ça. Okay? Parce qu'il faut que je me développe à moi-même d'abord, avant que je développe mon pays, avant que je développe ma famille, avant que je développe ma famille. Donc, là aussi, pour développer, les gens qui n'ont pas été éduqués, c'est quelque chose d'un peu utopique. Mais mon point de vue s'adresse plutôt aux étudiants. Comme quoi, oui. c'est de chercher votre ignorance. Vous dites ça souvent, okay, même c'est pas moi, c'était Socrate qui disait ça, je crois. La pire ignorance, c'est de l'ignorance en ignorance. Il faut savoir votre ignorance. Qu'est-ce que vous ne savez pas? Lorsque vous savez que vous savez quelque chose, parce que personne ne peut savoir c'est ce que vous ne connaissez pas. Donc, il faut savoir ce que vous ne connaissez pas d'abord. Lorsque vous connaissez ce que vous ne savez pas, il faut essayer de savoir ce que vous ne savez pas. Donc, par rapport à ça, il faut essayer de développer. Parce que moi, je connais ce que je ne sais pas. Désolé, parce que c'est plutôt un peu philosophique, mais c'est la vie. Donc, le développement personnel, ça c'est la base fondamentale. Ça demande de tout chacun individu. Pour moi, je vous réclame de lire le Bob Proctor, ainsi que pour Napoléon Hill, qui réfléchissait et devenait riche. Et si, pour les autres pays, Robert Kiyosaki, il y en a pas mal de livres, hein, les Américains qui ont publié ça, ainsi que pour les Européens. Il y a pas mal de livres qu'on
on peut renforcer le développement, notre développement en soi-même par rapport à ça. Ce qui veut dire, c'est il est vrai qu'on doit développer. On doit développer notre pays. Mais il faut qu'on développe soi-même. Il faut qu'on aller de l'avant. Ah oui, c'est important aussi. Avant de nous partir pour le moment, j'ai voulu vous présenter, j'ai voulu vous demander à la fin, d'après l'affirmation de Descartes, René Descartes, c'est-à-dire, il disait que ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon, mais le principal est de l'appliquer bien. D'après vous aussi, et d'après l'affirmation de René Descartes, comme je le disais tout à l'heure, comment est votre point de vue? Votre pensée au niveau de l'affirmation de Socrate, ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon, mais le principal est de l'appliquer bien. C'est-à-dire, évidemment, au développement personnel. Oui, là aussi, c'est quelque chose, ça interfère toujours avec la vie, parce que lorsqu'on parle déjà de la vie, lorsqu'on parle de développement personnel, lorsqu'on parle de la pauvreté, lorsqu'on parle de développement au niveau des pays, c'est quelque chose interdépendante. Et oui. Donc là, ça dépend de tout un chacun individu, comme je disais toujours. Même si on se plaigne, on cherche toujours des excuses. Et voilà, c'est la faute de qui, c'est le fautif de qui. Ça dépend de tout un chacun individu. Donc, avoir un bon esprit, je ne voudrais pas dire que c'est quelque chose de naturel, parce que là, du fois, il y en a quand même des gens qui possèdent des potentialités immesurables, incontournables, qu'on voudrait, ça nous donne envie de dire que Dieu lui a donné cette potentialité et qu'il est un peu spirituellement criminel de l'avoir utilisé uniquement pour gagner de l'argent. Mais c'est quelque chose ça prend au fil du temps, ça prend au fur et à mesure qu'on étudie. Donc, ça demande de notre volonté. C'est la volonté de le faire le truc. Si on veut, on peut. Vouloir, c'est pouvoir. Donc, je voudrais vous dire que avoir une confiance en soi d'abord, ainsi pour la volonté de le faire aussi, ainsi pour être persévérant, ainsi pour même faire des erreurs, il faut faire des erreurs aussi. Et après, il faut appeler les règles du jeu et il faut appliquer. C'est ce que Albert Einstein disait, faites des erreurs et après il faut apprendre les règles du jeu. Donc, par rapport à ça, ça demande de tout et chacun individu. Il faut prendre en possession de votre pensée. C'est vous qui êtes le capitaine de votre âme et le maître de votre esprit. Il faut prendre conscience à ça. Merci. Parce que maintenant, on est presque arrivé à la fin et il nous reste que 2 minutes. Donc, votre dernière parole, à vous votre dernière parole pour le message, pour notre spectateur, pour les gens qui nous ont suivis. Votre dernière parole. Oui, encore merci pour cette invitation parce que c'est un honneur pour moi de faire ça aujourd'hui et ça me donne envie aussi de faire des recherches par rapport à ça pour bien améliorer notre conversation la prochaine fois. Mais mon dernier point de vue, ça concerne toujours la vie. C'est que la première règle de la vie, c'est d'avoir un objectif à atteindre. Évidemment. Si vous n'avez pas de but à atteindre, c'est comme si vous avez un bon bateau, si vous avez un avion, un meilleur pilote, mais il ne savait pas l'endroit, il ne savait pas la direction, et il dérive, il ne savait pas où aller, et il dérive, c'est comme ça. Lorsqu'on demande des gens qui possèdent du travail maintenant, qui travaillent, et on voit le pourcentage de gens, j'ai déjà fait ça, cette enquête, que la majorité des gens qui travaillent maintenant, ils ne sont pas satisfaits à leur travail. C'est parce qu'ils n'avaient pas de but à atteindre. Ce qui veut dire qu'il faut avoir de but à atteindre. Premier point de vue, c'est qu'il faut avoir de but à atteindre. Deuxième règle, c'est de focaliser, c'est de aimer fortement qu'un jour ou l'autre, je peux l'être. Parce que je vais, parce que c'est ici ma direction, je savais, je vais où aller. C'est comme on est en première année en médecine, on savait qu'un jour ou l'autre, on serait docteur en médecine. C'est comme ça. Absolument. Et on étudie. C'est ce que tu as parlé.
Et il focalise beaucoup à ça. Troisième règle, faites ce qui est bien. Même la Bible a réclamé ça. Faites ce qui est bien. Lorsque vous êtes bien, les gens ont envie de vous suivre. Ok? Ah bon, voilà. Sa route, ou bien Scalaf, il veut, c'est ça sa direction. Et lui, absolument, absolument. il a une bonne direction. Oui, donc, le fait, c'est ça. Et quatrième règle, et dernière règle, c'est qu'il faut aider les gens. Quand on aide, il faut aider aisément. Il faut aider sans avoir demandé, sans avoir de manière de penser que je demande en retour, quelque chose en retour. Je sais que aucune aide n'est gratuite, mais il faut essayer de faire ça. Parce que vous n'allez pas aller dans la salle, dans une salle, et là, je suis là, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Non, pas ça. Mais il faut dire tout simplement que, bon, voilà, qu'est-ce que je pousse pour vous? Qu'est-ce qui est par rapport à ça? Parce que c'est comme ça. Il y a toujours l'univers vous répond lorsque vous faites bien, lorsque vous avez un but à atteindre. C'est comme ça, vous avez une attraction. C'est ça. Vous attirez ce que vous voulez. Vous attirez ce que vous craignez. Vous attirez ce que vous voulez aussi. Donc, merci beaucoup, un grand merci, messieurs. C'était un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci. Je vous en prie et je vous remercie aussi d'être ici avec nous et d'être accepté d'être ici avec nous. Merci évidemment pour votre acceptation de notre invitation, d'être ici, d'être présent avec nous dès le début jusqu'à la fin. Et merci à vous et merci pour tous, pour notre follower, pour notre spectateur. Et merci à vous. À la prochaine fois. Merci de votre attention et pour tout le monde. Merci. Ciao. Oui,